crois que c'est un sujet prioritaire dans cette région, la dénucléarisation de la région, c'est-à-dire la dénucléarisation d'Israël, puisque c'est ce seul pays qui, je ne suis pas censé le savoir, je dois dire, je suis obligé de dire comme le dit la presse étrangère. Alors comme le dit la presse étrangère, c'est le seul pays qui posséderait 250 environ jets nucléaires. Et surtout, et ça on en parle moins, ça j'ai le droit d'en parler, un armement chimique et biologique qui est les plus performants du monde. Et alors on parle de chimie, d'armement chimique utilisé en Syrie. Ben, oui, moi je suis pour non seulement la dénucléarisation, mais faire du Moyen-Orient une zone nettoyée d'armement nucléaire, chimique et bactériologique. Et ce sera un immense travail à faire. Alors le chimique et le bactériologique, on le trouve un peu partout dans la région, le nucléaire c'est chez nous, en plus de ça. La deuxième remarque concerne dans le cadre de la dénucléarisation, le début d'un, je dirais le début d'un dégel entre Washington et Téhéran terrorifie Israël. Je crois que tout le gouvernement israélien est allé au mur des lamentations pour demander le retour d'Ahmadinejad le plus vite possible. On aime Ahmadinejad, on veut Ahmadinejad qu'il revienne, et pas de ces mous qui voudraient modérer la politique iranienne, voudraient dialoguer avec les autres. Non. On veut Ahmadinejad. Je ne crois pas, contrairement à ce que quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure avant de commencer, je ne crois pas qu'il soit à ce point irrationnel, nos dirigeants, qui lancent une attaque contre l'Iran. On menace. Certainement pas lorsque les Américains semblent indiquer qu'ils essayent une politique de dialogue politique. Je ne le vois pas. S'il y avait Ehud Barak encore en place, j'exclurais pas. Parce que pour moi, c'est un homme qui est malsain dans sa tête, dangereux. Benjamin Netanyahu et son équipe d'extrême droite sont des fanatiques d'extrême droite, mais ils ne sont pas irrationnels. Et je serais surpris, disons, maintenant on est surpris dans cette région souvent, si Israël allait à l'encontre d'un veto américain, parce qu'il y a en fait un veto américain à une attaque contre l'Iran. Alors maintenant, la dernière question concerne la question d'avance sur une mise au point sur la relation stratégique entre Israël et les États-Unis. Et c'est important pour le futur. Elle n'est pas le résultat d'un travail de lobby. Je ne crois pas, j'ai jamais cru, et lorsque je parle de lobby, ça peut être le lobby juif, ça peut être le lobby des chrétiens évangélistes, ça peut être le lobby des marchands d'armes. Je pense que les lobbies, ce que je connais relativement bien la politique américaine, les lobbies jouent en marge. Ils jouent, ils poussent leurs intérêts, ils poussent à travers des députés et en les payant bien, leur politique, les intérêts qu'ils défendent. Mais lorsqu'il s'agit de la politique nationale, d'intérêt national, après qu'on ait entendu les lobbies, et souvent neutralisés l'un par l'autre, c'est le choix du Pentagone, de la CIA, du département d'État, qui n'est pas la somme des lobbies, qui est bien au-delà, qui prend en considération des intérêts nationaux sur la base de rapports d'institutions nationales, institutions des groupes produisent des dossiers, des informations. Et là, les lobbies ont fait leur boulot en amont, mais la décision, elle se fait vraiment en aval, et elle n'est pas le résultat que très partiellement du travail des lobbies. Le lien structurel, le lien stratégique entre Israël et les États-Unis, c'est parce qu'on est du même monde. On défend les mêmes valeurs. Quelqu'un qui l'avait dit très bien,
très clairement. Lorsqu'elle était venue à Paris, c'était notre ancienne ministre des Affaires étrangères, Sylvie Livni, qui disait, comme on dit en anglais, in so many words, aussi clairement que possible, le plus clairement possible, nous et nos Palestiniens, c'est vous et vos banlieues. C'est vos voyous. C'est ceux qui font des hommes. C'est les gens bien et le reste. C'est le cœur propre et la périphérie sale et dangereuse. Les quartiers dangereux. Nous, on a aussi nos quartiers dangereux. Et ça, c'est fondamentalement ce qui dit Israël aux États-Unis, mais à l'Occident en général. On se comprend comme gens du même monde, même si parfois on peut avoir des désaccords. Mais entre gens du même monde, alors que les Palestiniens sont encore l'autre monde, de l'arrière-cour, de la périphérie, de la banlieue. Ça, c'est fondamentalement, c'est pas le travail des lobbies, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la raison pour laquelle le sud des États-Unis et le nord des États-Unis sont ensemble contre les pays qui combattent dans le tiers-monde, l'Irak, l'Afghanistan, etc. Il y a là des intérêts communs, mais surtout aussi une façon de voir le monde et de se voir soi-même et de voir les lignes de fracture et de quel côté de chaque ligne de fracture on se trouve. La dernière remarque, ou la réponse, c'est par rapport à pourquoi est-ce qu'on ne fait rien, on ne peut rien faire en Israël. Alors, soit il faut rentrer dans une longue, pas une soirée, un séminaire, un long week-end sur la sociologie, l'histoire d'Israël, la sociologie israélienne. Mais je dirais, pour faire très 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 court, la capacité de réaction de la société israélienne n'est pas différente du tout de la capacité de réaction de n'importe quel pays colonial qui colonise un autre pays. Je dirais, alors, vraiment pas pour faire de la pub pour la société, pour montrer, parce que je suis fier de la société, j'en suis pas fier du tout. Je dirais que les Israéliens, une opinion publique substantielle en Israël s'est réveillée par rapport à la guerre de Liban, par rapport au droit des Palestiniens, beaucoup plus massivement et beaucoup plus rapidement que l'opinion française par rapport à l'Algérie ou à la colonisation en général. Ça a été plus rapide, pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on vit à une autre époque historique, parce qu'Israël est sous l'œil des caméras du monde, parce qu'Israël est au cœur d'intérêts beaucoup plus globaux, parce qu'on fait semblant d'être une grosse puissance, mais finalement on n'est rien du tout, même si on a de l'armement nucléaire. Toutes ces raisons font que l'émergence d'une opposition à la politique coloniale, à la politique de guerre, je dirais, c'est fait au-dessus de la moyenne mondiale. De pays qui se trouvent dans des situations, pas les mêmes, mais similaires ou analogues ou parallèles. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans le creux de la vague? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous n'avons pas des centaines de milliers de manifestants contre la guerre ou contre l'occupation coloniale, comme on a pu le voir dans fin des années 80 et pendant les années 90? Pour une raison très simple, donc vous portez une petite part de responsabilité, parce que tout va bien pour les Israéliens. Sécurité individuelle, il n'y a pas d'attentat, quasiment rarissime. Sécurité nationale, Israël est en paix de fait avec tous ses voisins. Il y a la menace iranienne, et même tous les experts disent c'est pas vrai. L'Iran, c'est pas Israël, le problème c'est l'Arabie Saoudite, c'est les pays le sunnites du Golfe. Ça, c'est le vrai enjeu. Israël, c'est plus un effet de propagande, à l'époque d'Ahmadinejad. Donc, sécurité individuelle, sécurité nationale, prospérité. Israël est un pays riche, un pays qui se trouve au-dessus de la moyenne, dont les indicateurs économiques sont au-dessus de la moyenne européenne. Entre autres, grâce à l'aide et aux privilèges qu'il reçoit des institutions européennes. Nous ne connaissons la crise que depuis maintenant, très récemment. Et encore, une crise dont vous rêviez, vous dans la plupart des pays, en France en particulier. Taux de chômage en Israël 3,5%. Ça serait considéré pour être la crise. Un pays donc riche, performant, avec beaucoup de pauvres, c'est ça le libéralisme. Plus il y a de pauvres, plus c'est un pays riche. Et donc je reviens, sécurité nationale, sécurité individuelle, prospérité. Et là,
où on pourrait peser sur l'opinion publique israélienne, c'est un sentiment d'isolement, un sentiment d'être mis au banc. Si c'est vrai pour les opinions publiques, si c'est vrai dans des secteurs de la société, ce n'est pas vrai au niveau de la politique. On est en train de débattre à l'Europe le rehaussement du statut, pas les sanctions qu'on demande nous, depuis des années, des décennies, mais on parle du rehaussement. Et c'est pour ça qu'on se fout de notre gueule en Israël. On dit sanctions, ouais, allez-y les sanctions. Ça ne nous fait pas peur. Que l'opinion publique israélienne bouge à nouveau, comme elle a su bouger dans les années 80 avec la guerre du Liban, dans les années 90 avec l'intifada, et changer la politique du gouvernement, peser sur des choix, des nouveaux choix politiques stratégiques. Il faut que cette société commence à en sentir le prix. On n'en est pas là. Les gens ne bougent pas, où qu'ils soient, parce que portés par des valeurs. Les gens bougent parce que la société, la situation telle qu'elle est, commence à devenir pas rentable. C'est pour ça que les gens bougent. Lorsqu'on peut vivre avec ce qui existe, plus ou moins bien, lorsqu'on a l'espoir que ça peut aller un peu mieux chaque fois, et c'est vrai au niveau de la vie individuelle, familiale, professionnelle, mais aussi nationale, pourquoi bouleverser les choses? C'est lorsqu'on se sent dans l'impasse, lorsqu'on commence à sentir que ça chauffe sous nos fesses, je répète, en termes de sécurité, mais aussi en termes économiques ou en termes diplomatiques, alors les gens disent, ça suffit comme ça, c'est pas le bon chemin, parce que ça commence à nous coûter cher. Et ça ne coûte pas encore suffisamment cher, loin de là.